Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité politique, économique. Il y a évidemment toujours de la tech, il y a le GPT qui est toujours absolument partout. Je ne sais pas si vous êtes... Mais on va en parler, je ne vais pas faire le truc avant le truc, mais c'est vrai que c'était assez cruel de voir ce week-end tourner sur les réseaux sociaux 1 minute 30, ça doit être 1 minute 30 de Thierry Breton, notre commissaire à l'industrie, et pourtant... Enfin bon, bref, on va reparler de tout ça. Et de la position de l'Europe et de la position de la France. Et puis 2-3 trucs quand même intéressants, directement en phase avec les préoccupations, en tout cas les centres d'intérêt, je l'espère, des invités du jour. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, Françoise Gray est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour. Administratrice de société, patronne de... Pouf, voilà, on ne les compte plus. Et Jérôme Mathis, salut Jérôme. Non mais c'est vrai, en plus dans des secteurs d'activité à chaque fois... Une ex de plein de trucs. Oui, mais entre Manpower et IBM, c'est intéressant quand on va parler du travail et de l'intelligence artificielle. Et puis donc, Jérôme Mathis, salut Jérôme. Prof d'éco, prof de finance à Dauphine et... membre d'un cercle de réflexion qui s'appelle BSI Economics. Ah, c'est nouveau ça? Un cercle de réflexion non partisan, bénévole, etc. Non, c'est pas si nouveau que ça, mais il mérite d'être cité. Ben oui, mais tu viens le voir régulièrement, tu l'avais encore jamais cité. Livre, je t'en parlerai à l'occasion. Un livre coécrit par un certain nombre d'experts, on va dire, entre guillemets, sur le domaine. Mais autour de la finance, parce que c'est... Non, autour de l'économie, là. On fait décrypter l'économie en 2022, on fera en 2023, etc. On en reparlera. Ah bah oui, avec grand plaisir. Si tu veux. Avec grand plaisir, grand plaisir. Crise sociale. Elisabeth Borne reçoit les syndicats, elle va les recevoir un peu toute la semaine. C'est une situation de négociation un peu étrange quand même, Françoise, je ne sais pas si vous avez connu ça, elle ne veut pas parler de ce dont les autres veulent parler. Voilà, alors ça s'appelle une non-négociation possible, enfin, de manière telle que le débat est posé. Je ne sais pas comment on va sortir du schéma. Moi, je trouve que c'était... Ce qui est dommage, c'est que cette ouverture n'ait pas été faite un peu avant, pour être honnête, parce que peut-être qu'elle aurait pu avoir quelques bases de négociation, il y aurait eu du grain à moudre. Là, juste avant qu'on ait les conclusions du Conseil constitutionnel, c'est quand même un peu compliqué. Donc... Bon, voilà, il faut qu'ils se parlent. C'était un exercice obligé. Qu'est-ce qu'il va en sortir? On espère quelque chose, quand même, parce qu'il faut qu'on en sorte. Est-ce que tu dis, comme beaucoup de chefs d'entreprise sont venus ici me dire, mais enfin, le boulot d'un dirigeant, c'est, alors certains disaient 50-60%, de parler avec les gens. Oui. Ils trouvaient invraisemblable la posture du dirigeant qui refuse de recevoir. Tu es d'accord avec ça? Évidemment, voilà. Bien sûr. Et recevoir, ça ne veut pas dire forcément se renier. C'est juste, non, ok, venez. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Je pense qu'on peut espérer que les bases d'une discussion soient là. Est-ce qu'il va pouvoir en sortir quelque chose, et en particulier une médiation, telle que les termes sont posés? Ça me paraît un peu difficile. Mais effectivement, c'est des situations qui arrivent dans l'entreprise. On croit qu'on a un chemin qui permet qui va permettre de forcer un peu la solution, et puis le chemin se matérialise pas. C'est ce qui est arrivé avec LR. Et du coup, là, on est vraiment... Oui, tu parlais du chemin politique, toi. Il y avait un chemin politique. Ah oui. Ils ont cru qu'en le suivant, ils allaient être plus malins que le débat. Et puis c'est super fragile, un chemin comme ça, la preuve. Ce qui d'ailleurs amène d'autres considérations sur la vie politique française. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais enfin, c'était quand même un truc un peu, c'est ce mot-là qui vient, c'était un truc un peu combinationné, quoi. C'est-à-dire que c'était un chemin qui, de toute façon, était illégitime. Je ne suis pas sûr que ça aurait... On dit beaucoup, c'est le 49-3 qui, etc., etc. Je ne suis pas sûr que s'il n'était pas passé par le 49-3, la colère aurait été moins Il y aurait eu au moins quand même une alliance parlementaire sur le sujet. Oui. Et il faut quand même qu'on arrive à considérer que le Parlement, et à conserver le fait que le Parlement soit représentatif de l'électorat. Parce que si on dit que c'est que la rue qui l'est, on a un sujet. Oui, tout à fait. Bon, alors après, il y a quand même il y a un vrai sujet dans ces parallèles. Mais donc, il y avait une voix parlementaire qui fait toujours un peu opportuniste. Oui, je comprends. Dans ces ingrédients. Puis il n'est pas du tout naturel en France. Enfin, pas du tout naturel sous la Ve République.
Sous la Ve République. Et du coup, voilà. On peut même penser que la Ve République a été construite pour éviter ce Absolument. genre. Je pense que c'est. En ce moment, je trouve que les lectures sur ce qui s'est passé entre les deux guerres, c'est pas inintéressant. Hein, ouais. Parce qu'il y a des parallèles historiques. Tu as des conseils Moi, j'ai un conseil, parce qu'en fait, je viens de finir, c'est le 2e tome du bouquin de Franz-Olivier Gisbert. Alors, il est plus sur les années 70, années 60, années 70, mais effectivement, il y a des parallèles intéressants. C'est pas un livre, mais il y a un podcast qui est sorti sur la vie Léon Blum. Ah tiens, podcast Radio France. Absolument. Ouais. Et je trouve qu'il donne un contexte sur une période que l'on connaît finalement, enfin en tout cas moi, très, très humblement, je ne connaissais pas suffisamment, et qui résonne. Ouais, je vais écouter ça. J'avais prévu de l'écouter. Je vais écouter ça. Qu'on connaît, mais dont on a oublié finalement la trajectoire. Je trouve que c'est intéressant. Petite parenthèse métier, pardon, messieurs, dames, mais comme on n'est que deux, on a un peu le temps de faire blabla, c'est intéressant. Je viens d'en écouter un sur Philippe Pétain. Moi aussi. Podcast Radio France. Tu viens de l'écouter aussi. C'est magnifique. Incroyable. En tant que contribuable, qui paye une partie de ce truc-là, je dis, mais pourquoi il ne le diffuse pas ? Je suis sidéré. J'apprends que la BBC, là, supprime 1000 heures de programme, bim, bim. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour un truc pareil. À partir tu vois, c'est ce qu'ils appellent des podcasts. Alors avant, on disait podcasts natifs. Maintenant, ils disent podcasts originaux. Bon, voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas diffusés à l'antenne. Mais pourquoi ? C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Voilà, parce que ces reportages sont absolument remarquables. Oui, tout à fait. Celui-là, mais il y en a quelques-uns d'autres, d'ailleurs, sur d'autres sujets. Ça coûte une fortune, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent être à peu près... Mais il les cite d'ailleurs. Alors, il en cite 5 ou 6, mais je pense qu'il faut au moins une dizaine de personnes pendant, facile, 3 semaines, 1 mois, pour concevoir un produit pareil. À ce point. Ah, mais la richesse d'archives. Oui, il y a la richesse d'archives. Ils vont interviewer des historiens. Oui. Les historiens, le travail est déjà fait. Ils sont juste là pour vulgariser ce qu'ils connaissent. Ouais, c'est du job. C'est-à-dire pour sortir en fait la qualité d'interview qu'il a. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'il a quand même, soit il laisse l'interview en longueur et il y a énormément de montage et de production. D'accord. Soit il prépare beaucoup en amont, mais je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse. Même si un gars comme Henri Rousseau, par exemple, que je connais très bien. Il est extraordinaire. Non, mais c'est la richesse d'archives sonores. Oui, tout à fait. Pardon pour cette parenthèse, mais allez écouter ce podcast sur la vie de Pétain, qui effectivement est très très intéressante. Et Léon Blum. Et on va aller écouter Léon Blum. Jérôme, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette situation sociale ? Après, on parlera de la grande question du travail, etc. Il y a un consensus de contestation dans la rue, mais il n'y a pas de consensus de proposition. Un peu comme avec le mouvement des Gilets jaunes, pour la simple et bonne raison que ce mouvement il est composé de personnes qui ont des intérêts antagonistes. Quand on voit des jeunes qui manifestent aux côtés des seniors, les jeunes auront intérêt à une réforme qui demande plus d'efforts aux retraités, et les seniors à ce qu'on alourdisse tout le temps, on reporte tout sur la dette payée par les générations futures. Donc peut-être que le gouvernement, dans sa maladresse, a une carte à jouer qui est de dire on demande aux syndicats éventuellement de formuler des propositions financées. Et s'ils n'y parviennent pas, le pointer du doigt. S'ils y parviennent, et éventuellement, je ne sais pas moi, concéder à une modification de la réforme, je ne sais pas. C'est les 64 ans. Mais je vais vous en parler d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Marc Ferracci, donc, qui est on dit l'un des conseillers, enfin en tout cas il l'a été, ça c'est sûr, la première campagne, d'Emmanuel Macron sur les questions du travail, sur les questions sociales. Il donne une interview très intéressante dans l'Opinion ce matin. Et donc, le sujet de la borne d'âge, là-dessus, il est catégorique. On n'élèvera pas le taux d'emploi sans la mesure d'âge. Le comportement des entreprises, c'est ce qu'on a déjà beaucoup dit, mais bon, voilà, le débat est là, donc je le répète. Le comportement des entreprises s'adapte à la mesure d'âge et le maintien des seniors en entreprise dépend de l'âge légal. Et il a raison. Donc il ne veut pas reculer là-dessus, et c'est là-dessus que la CFDT est complètement arc-boutée. Il a raison, toi, tu dis. Ah oui, je pense qu'on ne résoudra pas le sujet de l'employabilité des seniors sans que, effectivement, on change tous les comportements de quelques mois. Et il faut repousser l'horizon de sortie. Parce que tout le monde se cale en termes de comportement, et en particulier en matière de négociation de départ pour les seniors, pour appeler un chat, ce qui a aussi beaucoup été dit. Il y a une période par rapport à l'âge légal de sortie.
Si et c'est c'est sans l'âge doute une légal. des clés les plus efficaces pour Voilà. arriver à garder des seniors en entreprise. Au-delà du fait qu'il faut quand même retravailler les conditions d'emploi, retravailler sur l'emploi des seniors. Mais c'est la version contrainte, oui. Moi, je pense ça, oui. S'il y a 64 ans, à 56, 57 ans, l'entreprise ne peut pas ne pas s'intéresser au gars qui va rester encore 7 ou 8 ans Absolument. avec elle. Voilà. Et ne peut pas penser en fait à des dispositifs de pré-retraite, de rupture conventionnelle, de choses comme ça. Alors, il continue ensuite, donc il présente, c'est lui qui va porter en partie la loi travail, enfin c'est Olivier Dussopt, mais pauvre Olivier Dussopt, il m'a l'air un peu caramélisé quand même. Donc, on va voir. C'est pas très simple. Hein. Alors, loi travail, donc dedans, il y a... Alors, effectivement, on l'a un petit peu oublié, puis on pourra en reparler un peu plus tard, l'histoire quand même des 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les allocataires du RSA. Ça va détendre l'atmosphère aussi avec l'ensemble. Sinon, donc il y a France Travail qui devrait permettre de fédérer toutes les ressources au niveau local. Donc c'est l'idée quand même de travailler sur les bassins d'emploi. L'histoire du partage de la valeur ajoutée et il termine en disant je regrette que pour défendre la réforme des retraites, on ait abandonner justement les raisonnements sur le plein emploi, sur l'importance du travail, sur la richesse créée par le travail, pour se focaliser plutôt sur la préservation du système par répartition. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire. Il faut réformer le système des retraites. Donc moi, je ne sais pas à quel point il vilipende cette réforme. J'ai pas non, mais en gros, non, c'est pas ça. Mais en gros, il dit, en fait, la valeur travail, on l'a évacuée. Je vous ai envoyé, non pas pour la lire, je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs, hein, mais tu l'as lu Une page entière du Figaro qu'on va voir. Donc, et puis c'est le Figaro, voilà, on sait très bien, sur la droite en pleine introspection sur la valeur travail. Ouais. J'avais une phrase d'Édouard Philippe, toujours dans le Figaro, « Je n'ai jamais été extrêmement favorable au discours qui comparait le Covid à la guerre. Mais si on le fait, alors disons les choses. Après la Seconde Guerre mondiale, on a redressé la France par le travail. Après la crise Covid, on aurait aussi pu imaginer cette reconstruction par l'effort, mais on n'a pas réussi à mettre cette notion dans le débat public. » Alors, essayez de tester les mots valeur travail avec des jeunes qui commencent à travailler. J'ai fait ce week-end, justement. Et y compris sur des jeunes qui aiment leur travail, qui sont engagés, enfin qui sont pas, qui sont dans la partie qui est tout à fait dans la continuité, je dirais, d'un certain nombre de valeurs par rapport à moi. Quand on leur parle de valeur travail, ils trouvent que c'est ringard au possible, que ça ressemble à une expression qui est particulièrement importante pour des retraités qui ont beaucoup travaillé mais qui ne travaillent plus. Et donc, ce sujet de la valeur travail, il faut trouver déjà des mots différents. Mais je suis assez d'accord. Et il faut le remettre dans un contexte plus global de c'est quoi la vie de demain, le bien commun, les liens sociaux, enfin, etc. Je pense qu'on va droit dans un mur si on essaye de remettre, de parler de la valeur travail toute seule. Ce qui ne veut pas dire que le travail n'est pas important. Et ce qui ne veut pas dire, comme tu l'as dit très justement, qu'ils n'aient pas envie de travailler. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais leur dire que leur vie se concentre uniquement autour du travail, alors là, non. Non, mais même c'est plus que ça, c'est valeur travail, c'est un truc quasi biblique qu'on essaye de nous remettre dans la tête, enfin de leur remettre dans la tête. Non, ça fait partie d'un ensemble. Sauf qu'on va y avoir droit, Françoise. Ils sont tous remontés comme des pendules, là, nos responsables politiques, sur cette valeur travail. Alors ça, c'est vraiment un signe qu'ils n'écoutent pas le monde à côté d'eux, hein, parce que même moi, et c'est pour ça que j'ai fait le test, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais ça fait siècle dernier. Ouais. Hein. Oui, mais là, c'est plus un côté marketing, c'est-à-dire le choix des mots. Mais bien sûr. Bien sûr, une société aussi qui lui accorde beaucoup plus d'importance à la vie familiale, peut-être, ou au loisir en tant que tel, et pas uniquement l'épanouissement au travers du travail. Mais j'aimerais quand même
citer, parce que jeudi, j'étais à Bercy pour la remise du prix Turgot. J'ai été invité en tant que lauréat de l'an dernier, et cette année, le prix du jury a été décerné à Thomas Philippon pour son livre Les gagnants de la concurrence, avec un sous-titre choc. Tu connais celui que tu m'en avais parlé. Mais il est venu ici, Thomas Philippon, pendant 35 minutes. On va voir d'ailleurs le montage que tu nous as, nous as offert. Il a dit quelque chose d'intéressant. 2 bouquins formidables, voilà, 2 bouquins que j'ai lus et 2 bouquins formidables. Une fois que vous aurez écouté Léon Blum, sur votre vélo, là, vous pouvez lire ces 2 bouquins qui sont les 2 absolument passionnants. Et les 2, je te l'ai dit, mais je tiens à le dire, c'est une nouvelle façon d'écrire l'économie, tant de ta part que de la part de Thomas. Vous faites des quasi-enquêtes journalistiques, et je trouve ça formidable. Oui, je me rappelle que tu avais fait ce parallèle. Ah, mais absolument. Donc, quand il a reçu le prix, j'ai été d'autant plus agréablement surpris que je me suis remémoré ce que tu me disais. Mais bon, donc tout ça pour dire que lors de son allocution, il nous disait que, alors je ne sais pas exactement si c'est selon ses travaux ou celui de certaines personnes avec qui il travaille, qu'il aurait mesuré que les Français aiment plus le travail que leurs voisins, mais qu'en revanche, leur qualité de vie au travail serait moindre. Et ça pourrait expliquer certains comportements qu'on a aujourd'hui. Moi, je crois que c'est plus profond. Moi, ce que dit François me fait tilt dans mon esprit. C'est un peu comme si tu disais, aujourd'hui, dans la qualité de vie au travail, tout le monde est d'accord sur l'idée congé parental, D'ailleurs, on en reparlera de la patronne de la CGT. C'est assez formidable quand même que, dès son premier discours, elle dise, écoutez, j'ai un jeune enfant, donc je ne serai pas dans toutes les commissions et je ne serai pas dans tous les comités. Cette jeune femme de 41 ans, là, il va se passer quelque chose, mais on en reparlera un peu plus tard. Néanmoins, tu ne dirais pas valeur famille. Tu comprends, il y a dans l'histoire de dire, alors la valeur famille, non, j'en sais rien, j'aime mes enfants, mais enfin, est-ce que c'est une valeur, la famille ? Je ne sais pas. De vie. Pétain, vous pensez Qualité de vie, ça me fait penser à autre chose, à ce que tu dis, c'est que quand, en médecine, les concours, tu sais, les étudiants ensuite sont classés, ils choisissent leur spécialité en fonction de leur classement, etc. Du temps où c'était essentiellement des hommes, les spécialités qui étaient choisies en premier, c'était de la chirurgie de bloc, aux urgences, quelque chose de cardiovasculaire où il y a des urgences où vous pouvez être bipé le week-end. Et maintenant qu'il y a une féminisation des étudiants, eh bien, c'est des postes plutôt un peu à la planque le week-end, du type dermatologie, radiologie, etc. On va pas dire à la planque, mais que tu peux programmer, quoi. Voilà. Tu n'es pas bipé le week-end, c'est partir en urgence. Oui, et d'ailleurs, les garçons plébiscitent ça. Hein. Plébiscite aussi, mais l'étude que j'avais lue, mais qui était une étude sérieuse, l'étude que j'avais lue disait que c'était notamment du fait de la féminisation. Oui, mais pour revenir à notre histoire de valeur, enfin, je vais interpréter ce que tu dis, Françoise. L'idée de dire valeur travail, non, c'est que crée le travail. Donc, va chercher tes valeurs, soit du côté, si tu es ingénieur, c'est par le travail que tu vas changer le monde, soit justement, tu vas pouvoir essayer de mieux subvenir aux besoins d'un tel ou un tel. Enfin, parler de valeur travail, je crois qu'effectivement, c'est un truc... sérieusement élaborer ce que ça veut dire. Et ça suffit plus, quoi. Et ça suffit. Je suis d'accord. En tout cas, la France, moi j'ai le sentiment qu'on a un modèle politico-économique avec un pendule qui est aussi perpétuellement, mais depuis des décennies, entre d'une part la revalorisation travail, sous-entendu il faut bien récompenser les gens qui sacrifieraient au travail, et de l'autre la lutte contre la pauvreté qui fait qu'on revalorise les prestations sociales, les aides notamment aux gens les plus pauvres qui ne travaillent pas, puisque la première cause de pauvreté en France c'est le manque de travail, soit par le chômage, soit par le temps partiel. Donc on est constamment en train de balancer. D'utiliser, c'est les gens qui se sacrifieraient au travail, il faut les récompenser. Au secours, quoi, hein. Tu penses à qui quand tu dis sacrifier au travail? Des fameux deuxième ligne, là, ce dont on a parlé Non, c'est pas ça. Tous ceux qui travaillent... simples. Dans les années 50, un ingénieur gagnait en moyenne 4,5 fois le salaire minimum. Aujourd'hui, c'est 2,5 fois. C'est qu'il y a un écart entre... Mais si vous voulez... Ah oui, c'est ça que tu veux dire, d'accord. C'est dans le sens de la rémunération, de l'effort et du volume horaire aussi. Parce que ces statistiques, il faut prendre en compte que la plupart des ingénieurs ne sont pas aux 35 heures, etc. Non, et l'autre sujet, et ce sur quoi on bute, mais alors totalement, c'est que tout notre système, en fait, est appuyé sur le travail. Tout notre système social, évidemment notre système de retraite, est totalement appuyé sur le travail, et donc c'est le refus d'ouvrir cette branche de capitalisation. On en parlait la semaine dernière. Si le capital rapporte plus que le travail, pourquoi n'investissons-nous pas davantage nos systèmes sociaux sur le capital ? Ça paraît... bête comme chou. Une manière de décharger un petit peu le poids sur les épaules des actifs pour le financement des retraites. Ça avait été l'introduction de la CSG qui a été introduite par le 49.3.
avec, j'ai oublié, 5 voix de majorité, je crois. Ah, ça, je me rappelle pas. Oui, c'est possible. Je crois que c'est 5. Michel Rocard, je crois que c'est 5 voix de majorité. 91, Enfin, en tout cas, il en a eu moins que Macron pour faire la CSG, et que Macron en a eu les 9 voix de Macron pour les retraites. Juste, je mets ça très rapidement, mais on en reparlera demain plus largement. Donc, l'INSEE a sorti ses comptes, c'était vendredi matin, les comptes de la Nation. Pas ces comptes de l'INSEE, mais les comptes de la Nation. Donc il y avait 2 chiffres intéressants. D'abord, la dette, c'est vrai que tout le monde attendait à 3 000 milliards, et vive l'inflation, finalement, elle recule légèrement, cette dette, passant de 2956 à 2950 milliards. Et en revanche, ce qui ne recule pas, c'est les prélèvements obligatoires. Et là, je dois vous avouer que c'était une surprise pour moi. On est sur un record historique. Alors, laissez-la la courbe, parce que je l'aime bien. Regardez-la, c'est un truc que j'ai fait 2-3 fois, mais en fait, la pente la plus raide, et c'est intéressant parce qu'il faut à nouveau s'en souvenir, c'est Raymond Barre. C'est Giscard Barre, la pente la plus raide, le décollage du taux de prélèvement obligatoire. Et c'est quoi ? C'est la désindexation du barème de l'impôt sur le revenu au moment d'une inflation galopante. Et donc, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 40% de ménages supplémentaires qui ont basculé dans l'impôt sur le revenu du fait de la désindexation des barèmes. C'est d'une efficacité redoutable. Donc, quand j'ai vu que ce débat qui a eu lieu l'année dernière était, bon voilà, on le regardait, on a l'impression que c'était entre experts fiscalistes qu'on regardait cette désindexation. Ouais. Attention, avec une inflation à 6-7%, la désindexation des barèmes vous fait une hausse des prélèvements obligatoires, mais spectaculaire. Oui. Voilà. Alors je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur le point de tout à l'heure et sur le système social français. Parce qu'il y a aussi un sujet de qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent. On fait quand même beaucoup par rapport à nos voisins, qui est absolument pas perçu par personne. Tout à fait. Et la perception du rendement, de l'efficacité de cette contribution, elle est quand même aussi au cœur de ce que devrait être le raisonnement de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, sauf que ceux qui payent ces prélèvements obligatoires, ils ne sont pas dans la rue. C'est vrai, absolument. Mais c'est bien le sujet. Aussi. C'est-à-dire que ça aggrave encore plus le sujet. Bon, il y a une large fraction qui est financée par la TVA, quand même. Donc ça, tout le monde la paye. Ouais. 150 milliards sur les... Ouais. Ça rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Ça rapporte 3 fois plus que l'impôt sur le revenu, ça rapporte 2 fois plus que l'impôt sur les sociétés, ça rapporte, je crois, ça doit être touche-touche avec la CSG. J'ai pas regardé les chiffres, je vous donnerai ça demain. Je crois que c'est encore supérieur à la CSG. Mais un peu de choses. Donc ça, et ça, tout le monde le paye. Mais tous ceux qui nous disent, alors après, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais qui nous disent toujours la France championne du monde de la pression fiscale, il faut regarder que c'est des dépenses qui sont socialisées aussi. C'est qu'ensuite, quand on va à l'hôpital ou à l'école, c'est gratuit. Enfin, c'est financé. Bah oui. Mais parce que quand tu regardes, il faudrait regarder les choses dans leur ensemble. Quand Françoise, tu dis le rendement que cela apporte, par exemple, notre système de santé est largement plus performant que le système de santé américain. Le système de santé américain est bien moins socialisé. Il est couvert notamment par des dépenses privées, mais qui, in fine, offrent un moins bon rendement que le système de santé français. Tu vois. Donc il faudrait regarder système par système. Qu'est-ce que tu appelles le rendement ? Le rendement, par exemple, la qualité de la santé aux États-Unis, qui est largement moindre à celle des Français. L'accès aux soins, et puis la santé de la population dans son ensemble. D'accord. Mais tu ne peux pas ouvrir le journal en ce moment. Là, je lisais encore un truc qui me sidérait sur les intérimaires ce matin, là, puisque... Ouais. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça ferait... tu ne peux pas ouvrir le journal sans voir un pan de l'hôpital qui est en train de s'effondrer quand même. Ah oui, mais ça c'est... Jérôme, tu vois. Mais oui, mais le sujet, c'est qu'on n'a rien d'autre. C'est-à-dire, ça est en train de s'effondrer. On est avec ce niveau de prélèvement obligatoire. Tu ne vois pas l'issue. On ne voit pas l'issue. Tiens, je vais te faire une formidable transition. L'intelligence artificielle va nous sauver de tout ça. On va faire un bond en avant sur la santé. Avant l'intelligence artificielle, je voulais juste vous montrer, c'était parce que dans ce contexte quand même, et puis après on va faire la pause, dans ce contexte, les dirigeants d'entreprise, ils tiennent le choc. Donc, baromètre Grant Thornton, Opinionway, Challenge, 300 dirigeants d'entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros. C'est pas folichon, hein, comme vous le voyez. Hein, c'est voilà la courbe rouge qui est là. Mais enfin, bon, voilà, les gars tiennent le choc. Oui, et effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on se disait qu'on entrait dans une récession, c'est visiblement pas le cas, et ils se disent il y a un chemin. Ouais. Et on va voir aussi sur l'emploi. Ça nous amènera à des questions sur la productivité, mais dont on parlera demain, là aussi, parce que sinon on n'y arrivera pas. Sur l'emploi, ils sont assez positifs pour l'instant, même très positifs au regard de ce qu'on a pu connaître. Donc voilà.
C'est une bonne nouvelle du fait qu'on a un taux de chômage qui baisse. On n'est pas encore au plein emploi, parce qu'en tant que Français, on est très content, on se galvanise là, de ces courbes de chômage en baisse. Si les Américains ou les Allemands avaient ces taux de chômage, ils ne seraient pas heureux. Ferracci dit qu'il y a un différentiel de richesse de 30% à peu près aujourd'hui entre les Français et les Américains, et que c'est exclusivement dû au travail. Bien sûr. Et au taux de participation à l'emploi et au fait que le chômage soit à 3,5% aux États-Unis. On marque une pause et effectivement, on va sur l'intelligence artificielle après. On repart. Donc, Jérôme. Oui. Pendant la pause, Françoise disait, j'aimerais bien voir comment tu vas nous dire que l'intelligence artificielle va régler les problèmes de l'hôpital. Non, l'intelligence artificielle ne va pas régler les problèmes de l'hôpital, mais ça va nous faire découvrir de nouvelles thérapies, ça va faire plein de choses. Parce que un des grands bons qu'on a fait, je m'étais intéressé notamment pour la rédaction de mon livre, Combien vaut une vie, donc le système de santé, je m'y suis intéressé. Un des grands bons qu'on a fait en termes d'espérance de vie, nous, les pays riches, les problèmes d'hygiène étant étant résolus depuis des décennies, c'est la science du diagnostic. C'est l'informatique, c'est les scanners, les IRM qui nous permettent de détecter les maladies. Mais une fois qu'elles sont là, je ne dirais pas qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on a quand même une avancée thérapeutique formidable, mais on reste un petit peu bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut exploiter des données et on n'arrive pas à le faire. Il y en a trop de données sur le corps humain. Le corps humain, on pourrait produire comme ça 50 millions de données sur tout un tas de paramètres physiologiques. Et l'intelligence artificielle va venir prendre le relais. Une fois que la science du diagnostic est déjà très bien poussée, maintenant c'est l'intelligence artificielle, on s'attend à ce qu'elle nous trouve des nouvelles stratégies thérapeutiques auxquelles l'esprit humain n'a pas pensé. Et c'est à ça qu'on se prépare. Donc on va encore gagner des années d'espérance de vie. Et il faudra remettre bien sûr l'humain au centre, notamment à l'hôpital. Des années d'espérance de vie qu'on ne peut pas financer, mon cher Jérôme. Je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Tu vois. Mais si on pourra les financer, tu verras, parce qu'il y aura un progrès technologique énorme. Je rappelle quand même que les pays riches tirent leur croissance de la spécialisation des métiers et du progrès technologique. Et l'intelligence artificielle, ça va nous donner une formidable avance dans ces deux domaines. Étude de Goldman Sachs, là, vous en avez forcément entendu parler, ça me fait toujours marrer d'ailleurs ces études. Boum, 300 millions d'emplois, pourquoi pas 400, pourquoi pas 250 ? Allez, on va faire 300 millions d'emplois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé. Et alors, vous ne le voyez pas là, parce que je vous ai mis la page des Échos pour rendre hommage aux Échos et au formidable travail qu'ils font. Mais ils pensent, j'ai adoré, 29% des dirigeants pourraient être remplacés. C'est beau aussi, vraiment, il y en a 29% qui font que de la production de mémos divers et variés. Il faut vraiment s'intéresser à leur 29% pourraient être par l'intelligence artificielle. Oui, il doit y avoir des métiers. Tu ne crois pas une seconde, Françoise ? Je pense qu'il y a une partie des dirigeants. Des dirigeants qui ont effectivement une activité qui peut être aidée par les mecs qui sont sortis d'un cabinet de conseil, qui appliquent toujours les mêmes trucs, etc. On en connaît quand même. Hein. On le disait tout à l'heure. Oui, quelques-uns dans certaines organisations un peu bureaucratiques. Mais à l'inverse, quand on disait tout à l'heure que les dirigeants, ça communique, ils lisent pas des mémos faits par ChatGPT, ça ne va pas le faire. Hein. Donc je pense qu'il y a trop d'humains dans une organisation pour que l'un remplace l'autre. Donc je disais, ce week-end, c'était un peu tragique parce que, moi j'ai... Thierry Breton, c'est un gars quand même très très intéressant. Hein. Il a écrit des livres lui aussi, il a écrit des romans d'anticipation notamment, quand il était plus jeune, Thierry Breton, qui sont passionnants. Okay. Et là, c'est vrai, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, interview sur France Inter, et ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Il se félicite de ce que la Commission européenne ait réussi à faire en un temps record une loi pour encadrer l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, en fait, ce sont des règlements et des normes, quoi. Alors, il en faut. Sur ce sujet-là, il va en falloir. Il y a plein de produits. Dès maintenant, Françoise, oui. Cette fameuse adresse là, des 100 ou 1000 scientifiques, je ne sais plus combien ils étaient. C'est encore autre chose. Qui demandent une pause. C'est un peu la même chose. Le temps que tout le monde s'adapte. Il faut un processus qui permette de normaliser et d'évaluer les produits qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a trop de biais possibles. Dans la façon de faire de l'apprentissage pour qu'il n'y ait pas une validation
des méthodes qui ont conduit... on le fait sur des voitures, on le fait sur des produits pharmaceutiques. Je ne vois pas très bien pourquoi on ne le ferait pas sur des produits aussi particuliers que de l'intelligence artificielle. Donc oui, il faut des processus de normalisation, comme il en existe sur tous les autres produits et offres technologiques. Ce qui est autre chose que de réglementer l'usage en le contraignant. Hein, c'est pas tout à fait, pas du tout la même chose. Mais ce qui est frappant dans ce débat, et moi je trouve qu'il est très riche, parce que enfin, les gens s'en emparent. Alors ils disent beaucoup de bêtises, mais peu importe, ils essayent, ils se familiarisent avec cette technologie ou ce produit ou je ne sais pas quoi, et c'était urgent. Hein, parce qu'il y a combien de personnes qui ne comprennent pas ce dont on parle. Il y a encore visiblement beaucoup, si j'en crois les débats. Mais ouais, enfin, personnellement, j'ai essayé de comprendre, si tu veux. Je suis rentré dedans là. Non, j'ai renoncé. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de comprendre. Non, mais tu parles des réseaux de neurones ? Oui, pour prendre la mesure. Non, mais quand je dis comprendre... Surtout sur la gestion du langage. Oui, la gestion du langage, des proportions, de l'algorithme, de la façon dont il se biaise lui-même. Tu as regardé aussi ? Oui, bien sûr. À un moment, tu décroches, quoi. Moi, en tout cas, j'ai décroché. Je ne dis pas qu'il faut comprendre la théorie des réseaux neuronaux. Je dis simplement qu'il faut comprendre comment les choses se fabriquent possible. Et du coup, quels sont les biais possibles, c'est quand même un peu perturbant de savoir qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas tracer, donc on ne sait pas expliquer dans un certain nombre Ce que tu comprends de fondamental, c'est que rien d'original ne sort, pour l'instant, de ces machines. Première chose. Et deuxième chose... Ça n'est que de la redite de ce qui a été dit ailleurs. Du coup... dès lors qu'on les fait travailler sur un corpus de données biaisées, on obtient quelque chose de biaisé. Voilà. Et qu'en plus, on ne sait pas forcément toujours expliquer compte tenu des techniques et des technologies qui sont utilisées. Donc du coup, il y a effectivement un objet, un produit, qui peut avoir des conséquences néfastes, en tous les cas non souhaitées, dans les usages. Yann Lequin, Yann Lequin, le français qui, je ne suis pas sûr qu'il dirige encore la recherche de Meta, mais enfin bon, bref, ça nous fait plaisir de penser qu'il dirige encore la recherche intelligence artificielle de Meta, dit s'intéresser maintenant à la régulation de l'intelligence artificielle, c'est s'intéresser au trafic aérien avant qu'on sache construire un avion. Lui, il dit c'est beaucoup trop tôt. On s'affole pour rien. Enfin, il a d'ailleurs cette thèse depuis un moment. Hein. Oui, alors moi, vous êtes en train tous de surréagir. Oui, mais quand on regarde un peu l'histoire du droit et de l'innovation, il se trouve que j'ai regardé un peu, on est toujours quand même en réactif. Alors, il y a un juste... C'est un peu normal quand même. Oui, mais il y a un juste moment. C'est-à-dire que peut-être que, prenons un exemple si on s'était intéressé au sujet de la pollution de nos outils de mobilité un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses ou qu'on serait parti sur des réglementations d'ailleurs assez différentes ou des technologies différentes. Hein. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tôt, parce que ce n'est pas pertinent, parce qu'il faut laisser la créativité. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que du coup, on a déjà un paysage qui est installé et sur lequel c'est très compliqué de revenir. Donc, je me garderais bien d'être en concurrence avec les spécialistes de l'intelligence artificielle. Mais il y a un juste moment, et moi l'impression que j'en ai, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder quand même. Je trouve que c'est un très bon exemple, là, celui que tu cites de la mobilité, de la pollution. Et je me demande si Internet en Europe, c'est pas le contre-exemple. C'est-à-dire ? Trop de réglementation mais trop d'emblée. Avant qu'on sache le faire, on a laissé les Américains, les Chinois développer les géants du web. Aucun géant du web est européen, notamment du fait de la position de la Commission européenne sur le sujet. Là, l'Italie prend une décision qui est une décision, vous avez sans doute suivi ça, donc l'Italie ferme l'accès, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, enfin bon, bref, ils pensent fermer, bon, ils ne ferment pas du tout, mais enfin bon, bref, ferme l'accès à GPT. Parce que, en gros, GPT, par exemple, ne respecte pas le RGPD. Quand on voit aujourd'hui, et ça c'est factuel, Guy Mamoumani est venu nous le raconter, par exemple, sur les gars qui font du code aujourd'hui, GPT leur fait gagner un temps fou, encore une fois, n'invente rien, mais alors, boum, toute la base que tu mettais, j'en sais rien, 2-3 jours à faire, il te la sort en 5 minutes, et là-dessus, toi, tu peux commencer à travailler. Bien sûr, c'est un formidable outil. Bon, mais c'est quand même une perte de chance et de compétitivité potentielle pour l'économie italienne, je trouve incroyable le risque qu'ils prennent. Enfin, je trouve ça complètement dingue. C'est pas très grave, parce qu'ils vont tous utiliser des VPN. Des VPN, et ils vont contourner le truc, je pense aussi. Oui, mais enfin... Non, mais après, c'est pour ça que la loi et le cadre de la loi doit être
doit être intelligent. Il y a eu aussi toutes ces lois sur la signature électronique en France, par exemple. Enfin, c'est un truc qu'on a mis, je sais pas, des années à essayer de. C'était pas trop tard d'ailleurs. Sauf qu'on s'est intéressé à la technologie, au détail de la technologie. On a essayé de réglementer le détail de la technologie. Et évidemment, le truc est devenu obsolète avant même d'avoir été promulgué. Donc, c'est des sujets complexes que de légiférer l'innovation technologique. Ouais. Il faut s'intéresser, il faut prendre les sujets, d'ailleurs ça dépend des sujets, de différentes façons, mais selon la façon dont on le fait et le moment où on le fait, on a effectivement une influence sur l'innovation elle-même, et elle est bénéfique ou elle n'est pas bénéfique. Et donc, la signature électronique, je trouve que c'est un très bon exemple, parce que c'est un peu le modèle économique de DocuSign. Qui fait ça. Donc, il distribue un peu comme Adobe avait distribué gratuitement son lecteur, son reader. Une fois que tout le monde l'a, ils vendent le writer. Et donc, DocuSign, ils font signer. On n'a pas besoin même de créer un compte pour signer des documents sur DocuSign. Je pense qu'on en a déjà tous signé. Sauf qu'eux, ils stockent ça sur un cloud et ensuite, ils l'exploitent et ils disent aux entreprises on fait un travail de juriste pour vous. Il y a une nouvelle loi qui arrive qui va modifier votre environnement. Nous, en fait, on fait tourner de l'intelligence artificielle sur tous vos textes et on peut vous dire exactement ce qui va se passer. On peut faire de la prévision, etc. Donc ça automatise le travail des juristes. Ou, si on veut ne pas se passer des juristes, c'est simplement que ça va directement indiquer aux juristes quel texte aller chercher dans quel document, sachant que chaque entreprise a des millions de pages de documents légaux. C'est ça le truc. Voilà, c'est plus la deuxième solution. Oui, il y a une manière de le présenter qui est dire, mais si tu veux, à terme, voilà, c'est ça. Mais ça va être un formidable outil. À titre personnel, je l'utilise déjà en recherche. Je veux savoir quelle a été la production sur telle question. Il y a plusieurs outils. Alors, il y a Google Scholar, qui est complètement balayé par l'intelligence artificielle. Voilà, donc il faut savoir l'utiliser. Comme toujours, une nouvelle technologie, c'est un très bon serviteur, un mauvais maître. Si on sait l'apprivoiser, si on s'en sert comme un outil, le rendement peut être énorme et on va tous en profiter. Effectivement, Goldman Sachs nous parle de destruction d'emplois. 300 millions d'emplois. Oui. Le siècle passé a été celui de l'automatisation du travail mécanique, donc bouleversement du travail de l'emploi des cols bleus. Maintenant, ça va être du travail intellectuel, automatisation du travail intellectuel, bouleversement du travail des cols blancs. Mais pour peu que les cols blancs savent s'adapter, ils vont réussir finalement à en faire un outil. De nouveaux métiers vont apparaître. Et puis l'intelligence artificielle, je ne suis pas d'accord de dire qu'elle ne crée rien. Alors, il y a déjà graphiquement, surtout pas ça. On a des exemples même visuels, graphiquement, elle crée. Absolument. Mais là, je parlais de GPT, et des GPT, textes mais c'est vraiment c'est la vitrine. Je ne parlais que de ça, de rien d'autre. Tout le monde, mais qui est très peu représentatif de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire. Bien sûr. Voilà, mais comme tout le monde peut voir cette vitrine, c'est de ça qu'on parle. Et elle est très spectaculaire. Et elle est spectaculaire. Et c'est très bien qu'il y a des débats qui se mettent en place. Et moi, la statistique que j'aime mieux sur l'emploi, c'est de dire que 80% des métiers vont être touchés par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et ça, c'est à peu près sûr. Alors, si on amalgame, ça fait les 300 millions de jobs. Mais 80% des jobs, ça veut dire que 80% des métiers des gens qui exercent ces métiers vont devoir s'adapter à une nouvelle façon de faire les choses. Donc il y a un énorme, et ça c'est aussi pas nouveau, mais un énorme effort d'adaptation de l'emploi, des compétences, qui est à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, ça touche des cols blancs, donc théoriquement des gens qui sont plus à même de s'adapter, en théorie. Mais donc voilà. Je trouve que ça va. En théorie. Ça va aussi, dans le fond, relancer la question du partage des richesses. Parce que globalement, grâce à cette innovation technologique, on va avoir un gâteau plus grand à se partager à nouveau. L'idée, ce serait quand même que personne ne ressorte avec une part plus maigre que ce qu'il avait avant. Et donc, ces questions de comment on va redistribuer les richesses, ça va être fondamental. Il va y avoir quand même la mondialisation. Avant. Non, mais attends. Comme avec la mondialisation, il y a des gagnants et des perdants. Oui, mais... Il y a des gens qui resteront sur le carreau, ça c'est un délire, même des cols blancs. Évidemment, même des cols blancs. Évidemment, comme donc, dans toutes les mutations. Exactement. Mais va pas trop vite, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement notre tort, là. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'abord voter... être sûr que ça va créer de la richesse, Moi, avant de la redistribuer. J'aimerais que l'Europe se concentre sur être un champion de l'intelligence artificielle avant de réguler, etc. Avant de réguler et de savoir comment on partage. On est d'accord là-dessus. Je dis simplement que ça va rebattre des cartes et que on pourrait même, dans une optique de prévision un petit peu de comment ça va se passer, il y a deux angles. Il y a l'angle optimiste qui va se dire, finalement, comme c'est les cols blancs qui sont touchés et que c'est un petit peu les décideurs au sein de la société, par vote démocratique indirect, etc., ils vont plus veiller
à ce que les cols blancs soient quand même pas trop impactés, que ça n'a été fait de par le passé. Et puis il y a une vision plutôt pessimiste qui dit non, il y a des cols blancs qui vont être complètement déclassés, qui seront les perdants, comme des cols bleus qui ont été les perdants de la mondialisation, ont voté Trump, etc. Après, il ne faut pas se gourer, on le vit tous, Françoise en direct. Ils sont déjà, beaucoup de ces cols blancs sont déjà dedans. C'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui fonction finance des entreprises, l'intelligence artificielle, ça y est, elle est dans leur système pour beaucoup d'entre eux, elle est dans les systèmes de compta, elle est dans les systèmes de prévision, elle est dans le savoir, bien sûr. Elle est dans... En général, sans le savoir. Oui, enfin, souvent. Quand tu laisses de côté le budget pour aller sur ces fameux forecast planning, etc., bon... Ils savent que ce sont des systèmes d'intelligence artificielle et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'ils savent les limites. Les limites de ces systèmes, exactement. Leur fiabilité très relative. Voilà. Il y a un vrai sujet aussi de temps. Là, on est en train de se projeter, quand on dit la santé, le diagnostic. Moi, je connais pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets de diagnostic par intelligence artificielle. Ça fait des années qu'on prédit qu'un jour, ils seront la disparition des radiologues. Moi, ça fait 10 ans que j'entends la disparition des radiologues. Et donc, ça fait des progrès énormes, mais enfin, on n'y est pas tout à fait encore. Et dans l'entreprise, tout le problème, c'est de ramener ces outils génératifs, mais quand on a des corpus de données qui sont trop petits. Donc tout n'est pas aussi simple enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises de services vont devoir quand même sérieusement se poser la question de leur business model à 10 ans. Parce que avant de créer et de redistribuer de la valeur, il y a quand même plein de boîtes et de business et d'activités qui vont subir un effet de réduction de leur prix du fait de la productivité. Donc il va y avoir là aussi, avant d'avoir les personnes vont être des gagnants et des perdants, mais des activités de service, il va y avoir aussi des sérieuses adaptations à faire. Ce qui me permet de teaser un autre bouquin qui sera avec nous jeudi, Michael Valentin. Bouquin, alors son titre est un peu provoque, c'est La méthode Elon. Voilà, Elon Musk. Mais Michael Valentin, il écrit sur Elon Musk depuis 10 ans. D'accord. C'est lui qui a inventé le mot de teslisme. Et pour le coup, c'est du mariage très étroit de la technologie et de l'industrie. Et on va être au cœur de cette révolution, et notamment pour les industriels. Donc on en parlera jeudi. Françoise, quand même, comme tu es là, je veux pas... Sophie Binet, donc, 41 ans, donc la nouvelle patronne de la CGT, diplômée de philosophie. Elle a été conseillère d'éducation. Elle n'a jamais... elle a visité des usines, évidemment, mais... Elle est assez loin des... Elle n'a jamais, ni de près ou de loin, fait de la production, on va dire ça comme ça. Oui. Et elle arrive à la tête de la CGT, voilà. On va voir. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est forcément une bonne nouvelle d'avoir une jeune femme. C'est un autre rôle modèle, quand même, voilà, qui est intéressant. Oui, après, on sera vraiment des féministes convaincus quand on saura critiquer les jeunes femmes qui arrivent. Quand on en parlera plus. Ouais. En se disant, bon... qu'est-ce qu'elle représente, quelle est sa vision et comment elle est arrivée là. Et je lui souhaite de faire la différence sur la CGT, parce qu'il y a de quoi faire. En tout cas, sa première décision, ça a été d'aller voir Elisabeth Borne. Voilà. Et ça, c'est forcément une bonne décision, déjà, pour commencer. Mais bon, après, elle représente une partie du travail qui est un peu particulière. Première ministre, présidente de l'Assemblée nationale, présidente du parti majoritaire, présidente de l'AFEP, l'association des grandes entreprises, Patricia Barbizet, présidente de la CGT. Ah mais oui. Il se passe un truc. Et alors, le monde politique est allé beaucoup plus vite que le monde de l'entreprise, d'une certaine façon. Et alors pourquoi ça ? Parce que on est encore sur... chaque fois qu'on peut imposer quelque chose sur une période courte, c'est plus facile. Un COMEX, ça ne se change pas par l'extérieur. C'est un processus un peu plus long, etc. Donc il y a des processus de vitesse, de changement de vitesse qui ne sont pas du tout les mêmes. 3,75% des 65 postes de président et DG du CAC 40, parce qu'il y a encore des fonctions qui sont PDG, et 2,5% en 2021. Et alors, je t'ai envoyé une petite étude, je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, de la Schema Business School, tu avais peut-être même regardé un peu avant. Non, je n'avais pas vu. On en a déjà parlé, juste j'y vais très très vite, donc on en a déjà parlé, c'est un truc assez biaisé, parce qu'en gros, ce que dit le gars qui a fait l'étude, il le dit avec un peu d'humour d'ailleurs, c'est que les entreprises les plus féminisées sont les plus efficaces en matière de marge opérationnelle.
Là où c'est biaisé, c'est que c'est les secteurs du luxe, de la cosmétique, où les femmes sont davantage présentes. Et ce sont ces secteurs-là qui font, femmes ou hommes, j'ai presque envie de dire, le plus de marge. Voilà. Alors, première chose, c'est des raisonnements qu'on tient depuis 20 ans. Hein, Ouais. Et on ne sait pas la poule et l'œuf. Il y a une corrélation, mais qu'est-ce qui fait quoi, j'en sais rien. Et puis je pense que le vrai sujet, si on devait trouver une justification, c'est quand même que les femmes représentent la moitié des talents et qu'il n'y a aucune raison pour que les entreprises se privent de la moitié de ces talents-là et ne leur offrent pas les mêmes perspectives que l'autre moitié. Enfin, C'est ça. Voilà, pour moi, c'est le seul raisonnement rationnel. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'étude, c'est de voir les classements et de voir quelque chose qui m'a finalement surprise. C'est-à-dire qu'on trouve... Je m'attendais à ce qu'effectivement, dans les féministes, on trouve des industries du luxe. Alors, il y en a une, mais il y en a quand même... Il y a LVMH qui est complètement LVMH, aux abîmes Ouais. de l'autre côté. Et à l'inverse, les industries où on dit, et je suis la première à dire, on n'a pas assez de femmes ingénieures, et du coup, c'était une explication, sinon une excuse pour pas mal d'industries de ne pas avoir de femmes au COMEX. Il y a quand même quelques boîtes industrielles Il y a quelques boîtes industrielles. qui arrivent, qui ont pris, Il y a qui ont Dassault pris Systèmes, le par sujet. exemple. Oui, Il y a mais Dassault Systèmes, mais il y a- parce que Dassault Systèmes est industriel. Dassault Systèmes est C'est du autant logiciel logiciel 3D. qu'industriel. Oui, mais enfin, Ouais, le nombre logiciel de 3D. femmes dans la techno. Oui, tu as raison. C'est t'as ça, raison. oui. Mais, et qu'est-ce que tu as pensé de cette... donc, on va le revoir encore une fois, Sybille, s'il te plaît. Donc, comment dire, les machistes... Invétérés ou Et non Les sans le irréductibles. coracoleur, hein. Ah oui. Non, j'ai trouvé la méthodologie pas mal. C'est-à-dire, Elle est pas inintéressante. vous avez dans les effectifs de cadres dirigeants suffisamment de femmes et vous ne leur faites pas franchir le plafond de verre. Et moi, j'ai trouvé que ce classement était intéressant parce que, justement, on trouvait certains arguments utilisés en disant mais nous, on ne trouve pas assez de filles. Dans la banque, par exemple, on dit il n'y a pas de femmes dans les salles de marché, donc on ne peut pas avoir il n'y a pas de femmes dirigeantes de salles de marché. Alors pourquoi ? Parce qu'il paraît que ce n'est pas un métier pour les filles, les salles de marché. Mais parce qu'elles n'aiment pas les salles de marché, paraît-il. Bon. Bon, c'est plus vrai aujourd'hui. Mais... Et c'est absolument pas vrai. Donc, je trouve que le classement est intéressant parce qu'il fait tomber ces arguments, qui est de dire il n'y a pas suffisamment de filles ou de femmes dans l'entreprise pour pouvoir les promouvoir. Bon, voilà. Parfait. Schema Business School, hein, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Rachat d'actions, là aussi, ça m'intéresse. Alors, juste d'abord, parce que Twitter peut servir à quelque chose. On en a parlé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours de ce rachat d'actions, et j'avais dit, je ne comprends pas Total. Quand on est face à une telle falaise d'investissement, pourquoi est-ce qu'on fait du rachat d'actions ? Et j'ai eu une explication très précise de quelqu'un, une explication pareille, qui en tout cas connaît ces phénomènes de rachat d'actions. Donc je vous la livre, alors vous pouvez la lire si vous nous regardez à la télé, mais ceux qui nous écoutent en podcast, en gros ce que dit mon interlocuteur, qui est anonyme, il dit c'est simple, Total a fait un bénéfice exceptionnel, ils ont quand même des ratios de rentabilité sur capital à respecter. Et s'ils avaient tout balancé en dividendes, ils auraient envoyé un signe, je ne sais pas comment il dit ça, un signe, ils auraient pollué leur politique de dividendes en balançant tout par le dividende. Donc, d'une certaine manière, le rachat d'actions apparaît là comme la moins mauvaise des solutions. Alors, ça te semble... Oui, bien sûr. Mais on a une sensibilité. Enfin, les entreprises qui ont un actionnariat très mondialisé et très anglo-saxon connaissent ça par cœur. C'est-à-dire qu'on a des actionnaires qui vont interpréter la façon dont on alloue le capital. Et pour eux, allouer dividendes ou rachat d'actions, c'est pas la même chose. Qui vont être indicatrices de quelle est la stratégie, la confiance dans la stratégie et évidemment le retour aux investisseurs. Donc le rachat d'actions c'est installé dans le monde anglo-saxon en particulier. Hein. Les investisseurs américains regardent, utilisent et perçoivent ça comme un signe que la valorisation de l'entreprise va rapporter plus que... va être un complément à la rentabilité de l'entreprise. C'est pas interprété comme un signe de désarroi stratégique. Moi, j'avais l'impression que... Quand on est assis sur un tas de... Mais encore une fois, ça dépend vraiment de chacune des situations. Ça peut, quand vous avez des entreprises qui n'arrivent plus à faire des acquisitions externes parce qu'elles n'ont plus d'idées. Oui, ou parce que tout est trop cher. Oui, mais ça voudrait dire que... Non, c'est souvent... c'est vraiment... J'intègre le raisonnement que la valeur de l'entreprise cotée
va rapporter en tant que tel plus que la rentabilité intrinsèque de l'entreprise. Et donc que la promesse du futur est solide. Mais non, mais ce n'est pas la promesse du futur, c'est une valeur, c'est le capitalisme financier dans toute sa splendeur. Alors, ça veut dire que je rachète des actions parce que je mise sur l'earning per share. Et en misant sur l'earning per share... Sur ma croissance, je mise sur ma propre croissance. Je mise sur ma croissance future et donc la valorisation de mon entreprise. Donc c'est considéré comme un acte de confiance et qui peut être tout à fait complémentaire à la rentabilité immédiate qui se traduit par du dividende. Je vais vous réconcilier tous les deux. Parce que la littérature économique s'est penchée sur le sujet et a énoncé différentes raisons, à la fois bonnes ou mauvaises. Et on retrouve notamment tout ce que vous avez cité. On retrouve notamment d'autres choses. Donc déjà sur le dividende, tu as tout à fait raison, notamment dans la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire, c'est l'idée de distribuer, lorsque l'on distribue un profit qui est pérenne, on le fait sous dividende. Et lorsqu'on on distribue un profit qui est éphémère, on le fait plutôt sous forme de rachat d'actions. Parce que sinon, ce que m'expliquait l'interlocuteur. On pollue ça, parce qu'après, une entreprise qui d'une année sur l'autre va distribuer un peu moins de dividendes, les actionnaires vont bouder et elle n'a pas envie de rentrer dans ce rouage-là où finalement... Après, tu as le titre dividende en fort recul, on a oublié. Qu'il y a eu une hausse très forte l'année précédente. Donc c'est le rachat d'actions et l'actionnaire ne se lance pas trop dans des comparaisons de rachat d'actions parce que le calcul est beaucoup plus compliqué que simplement de regarder le dividende. Chacun n'a pas acheté l'action au même prix. Donc ça c'est une première raison. Une autre raison que tu as cité, c'est d'envoyer un signal au marché, c'est-à-dire que des dirigeants qui ont eu de l'information privée qui n'ont pas encore le droit de diffuser, qui leur laissent penser que les profits futurs de l'entreprise vont augmenter, peuvent signaler cela au marché en faisant du rachat d'actions, sachant que la stratégie de bluff est trop coûteuse. Parce que si l'action décroche dans le futur, tu te mordras les doigts d'avoir racheté tes actions. Et puis, il y a l'excédent de trésorerie que tu as signifié. Attends, parce que c'est intéressant. Parce que stratégie de bluff, ça veut dire... La stratégie de bluff est trop coûteuse. Voilà, trop coûteuse. Tu envoies le message que ça va monter, alors qu'en fait, tu sais que ça ne va pas monter, mais tu tentes un coup de bluff. Non, c'est pas ça. En rachetant tes actions. Justement que tu envoies... Ça coûte trop cher. Oui, voilà. Non, mais c'est ça, on est d'accord. On dit la même chose. Tu es crédible. Tu es crédible parce que le bluff serait trop coûteux. C'est ça que je dis. Ça marche. Autre chose que tu as dit, c'est l'aspect de la trésorerie. On sort du Covid-19 et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un excédent de cash, de liquidité et que les entreprises sont un petit peu dans l'attente. Elles ne savent pas trop dans quel monde on va aller demain. Mangées par l'inflation en plus. Mangées par l'inflation, les prix qui augmentent. Il y a aussi le fait qu'on attend peut-être un petit peu, on est en observation de voir ce que va faire la concurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant avec tout ce cash ? Eh bien, finalement, on le thésaurise au travers du rachat d'actions. Il y a autre chose et qui a fait que dans le monde anglo-saxon, finalement, le rachat d'actions est bien perçu, c'est qu'au lendemain des attaques du 11 septembre, ça a été une très bonne méthode pour les entreprises de soutenir le cours de leur action. Et notamment, on sait que les marchés surréagissent aux mauvaises nouvelles. Un exemple concret très récent, c'est encore Google. Là, en février, ils se sont livrés à leur démonstration d'intelligence artificielle, leur algorithme Bard. Il s'est un peu planté et Google a perdu 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est excessif. On peut faire quand même confiance à Google d'avoir la capacité de rectifier le tir et de revenir avec une nouvelle version qui fera le job. Et donc, là, que fait l'entreprise ? Elle rachète de l'action. Il y a aussi cette idée qui a été notamment défendu souvent par les cadres dirigeants auprès de Washington, de dire, attendez, vous avez une banque centrale qui peut faire office de prêteur en dernier ressort pour les banques, laissez-nous, en tant qu'entreprise, endosser le rôle d'acheteur en dernier ressort pour soutenir le cours de notre action. Et c'est comme ça que c'est quelque chose qui est assez bien perçu. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients, puisqu'on sait qu'il y a des dirigeants qui font ça uniquement parce qu'ils ont une part de leur rémunération qui prend la forme de stock option. Et donc, ils rachètent le cours de... J'espère que derrière, quand le comité des rémunérations se penche sur le truc, il défalque l'effet du rachat d'actions, non ? Non, on peut pas. Non, donc il y a vraiment... dans le raisonnement, on en tient compte. Alors, il se trouve que le rachat d'actions ne modifie pas la capitalisation boursière totale de l'entreprise, mais comme elle augmente le cours, potentiellement, tu as un effet mécanique sur le stock option. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été encouragé. C'est quelque chose qui a été mesuré. Oui. Il y a des dirigeants qui, en fait, manipulent, entre guillemets, le cours de l'action uniquement à des fins personnelles pour leur rémunération. Ça a été montré sur données américaines, encore une fois, parce que les données américaines sont plus exploitées que les données françaises. Et que les montants de rémunération des dirigeants américains explosent tous les compteurs par rapport aux nôtres. Et donc, juste pour terminer avec ça, ce que la littérature académique conclut dans l'ensemble, c'est de dire que c'est une pratique. Il y a du pour, il y a du contre, mais que globalement, le pour l'emporte quand même sur le contre. Encore une fois, tout ça sur données américaines. C'est très intéressant. En tous les cas, c'est un outil. Et c'est un outil d'autant plus important qu'on rentre aussi dans une période où les taux d'intérêt vont être plus élevés et la demande
des investisseurs sur le rendement, il va falloir changer la façon assurer le return sur equity dont on parlait tout à l'heure. Et donc le président a tort parce que c'était ça quand même l'accroche du départ, c'est le président qui parle. C'était un peu surréaliste d'ailleurs. Mais c'était complètement... Ouais, c'est ça. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ça avait à voir avec quoi. Oui, bien sûr qu'il a tort. Il a réagi à ce qu'ont fait les Américains. C'est Biden qui a dit qu'il allait légiférer sur ces sujets-là. Honnêtement, j'ai pas lu plus que ça. Voilà, il s'est dit peut-être, j'en sais rien. Alors, ça me si on revient juste au cas de Total, je pense que ce sera assez inaudible pour les Français de lire dans la presse que les dividendes de Total sont exceptionnels quand le prix à la pompe, même si tout n'est pas corrélé, mais pour l'usager de la route, c'est comme ça, le prix à la pompe explose et puis en parallèle, Total déverse des tonneaux de dividendes. Je sais très bien que tu vas expliquer que ça n'est pas lié. Non, je vais t'expliquer que de toute façon, Total, ils sont tranquilles parce que tout est inaudible. Tu vois, Total, je crois que de toute façon, les gars... Non. Ils ne peuvent plus rien. Tu penses qu'ils sont... je sais pas. Ils avaient fait une réduction à la pompe. Mais je crois qu'elle est encore en vigueur. C'est-à-dire que tout le monde l'a oublié. Oui, ça dépassera jamais un 99. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Voilà, sur je sais plus comment il s'appelle. Tu penses qu'ils sont plus à ça près? Non. Ils auraient pu s'offrir une distribution de dividendes. Non, je crois que c'est vraiment l'explication que nous a donné, que tu as donné toi. Ça aurait été un dividende trop important. Et donc, on ne peut pas prendre ce risque dans notre politique de dividendes d'avoir comme ça ce pic tout à coup sur une année. Sachant qu'il y a quand même toute une série de questions sur la capacité de ces géants de l'énergie à se transformer, etc. Et qu'au passage, l'argument dont on parlait tout à l'heure, je remise sur mon entreprise et je redis que je suis en train de me transformer et d'accompagner une transition qui est quand même extraordinaire. Il y a quand même en France... C'est le mot de la fin, Jérôme. Vas-y. Non, mais ce sera le mot de la fin. Il y a quand même en France, comme le dividende est associé à enrichissement des plus riches, en France, ça n'est pas le cas par exemple dans d'autres pays, mais en France c'est le cas, le fait de distribuer des dividendes exceptionnels alimenterait à nouveau le débat sur taxation des super-profits, etc. Et donc c'est une stratégie risquée. Non, mais tu n'as pas tout à fait tort. Mais franchement, Total... difficile en tout cas. Ouais, ils font leur job. Ouais. Et je crois qu'ils ont renoncé à séduire. Voilà, je vais terminer comme ça. Merci Françoise, merci Jérôme. Et puis on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de ces débats.